Ok, donc bonjour à tous, Cédric Girard, je suis en charge de la partie Cloud Entreprise chez Siom. Cloud Entreprise pour lequel nous on est spécialisé sur la partie Nutanix depuis maintenant 7 ans. Mine de rien, le temps passe. Nutanix a beaucoup évolué depuis avec tout un tas de nouveaux produits, dont Nutanix Carbone, dont on va vous parler aujourd'hui. Sont présents également donc Anne-Claire Hamon, la dame de l'ombre, qui est en charge de faire en sorte de collecter les questions, les réponses, et puis de mettre les petits liens, et qui s'occupe chez nous plus particulièrement de la partie licensing, sur tous les produits que l'on couvre sur la partie cloud d'entreprise, que ce soit Microsoft, mais également Nutanix, IQ, et ainsi de suite. Christophe, je te laisse te présenter. Merci Cédric. Écoutez, bonjour à tous. Christophe Geoffrey, donc je suis de la société Nutanix. Je vais participer à ce séminaire auquel Cédric m'a gentiment invité. J'ai un rôle d'architecte spécialisé sur les sujets autour de l'automatisation et la containerisation. Je travaille avec les équipes de compte de l'ensemble de l'Europe du Sud pour assister les clients sur les problématiques qui sont inhérentes à ces types de projets. Donc, on va essayer de parler un petit peu de tout ça ensemble aujourd'hui. Ok, allez, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Parfait. C'est parfait. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler de la partie container. Alors ça fait partie en fait des enjeux qui nous sont demandés de plus en plus à aujourd'hui, dans le sens où on a sur cette approche container différentes méthodes d'y arriver. Beaucoup de solutions existent, même s'il y en a qui s'avancent plus que d'autres en termes de sélection et mise en place chez les clients. L'idée, encore une fois, derrière, c'est de replacer un petit peu le débat et de savoir où on en est à aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, avec les solutions Nutanix, on a une approche qui est cloud d'entreprise. Alors, juste pour redéfinir très rapidement et peut-être largement ce que c'est que le cloud d'entreprise, je vais y arriver. Clac. Donc, l'approche cloud d'entreprise, c'est quoi? Donc, c'est venu notamment avec les grands acteurs du cloud public, qui sont Google, Amazon et Azure à aujourd'hui, qui vous permettent, au travers d'un portail web, un portail utilisateur qui vous est dédié, de gérer et de maintenir l'ensemble de vos applications métiers qui sont ou pas exécutées sur des VM. L'idée avec l'approche de chez Nutanix que vous pouvez avoir directement chez vous, c'est tout simplement de faire la même chose chez vous avec une appliance matérielle qui, sous forme de data center as a box, va vous permettre d'exécuter le même périmètre technique, à savoir exécuter vos VM chez vous avec une approche cloud. Alors, ça peut être chez vous, ça peut être en data center. L'idée, encore une fois, de ce marathon de webinaires que l'on fait sur tout le mois de juin et qui se déporte un petit peu sur juillet, c'est de vous parler de ces différentes briques. Donc, on a parlé précédemment de la partie machine virtuelle, de la partie micro-segmentation. On va parler de la partie automatisation et orchestration donc mardi matin avec le composant Nutanix Calm. On va parler également de la partie micro-segmentation réseau jeudi après-midi avec Nutanix Flow, à savoir comment je fais du firewalling entre mes VM sans avoir à rentrer une seule adresse IP et un seul port réseau. L'idée pour aujourd'hui, c'est tout simplement de faire un petit focus sur la partie container dont Christophe va vous parler plus amplement. Christophe, je te laisse la main. Parfait. Alors, je vais à mon tour partager mon écran. Et on va commencer à parler de ce passionnant sujet que sont les containers. Alors, aujourd'hui, énormément de clients nous approchent sur ces nouvelles problématiques. C'est vrai que le container devient un sujet à la mode déjà en tant que tel, mais est avant tout un excellent support technique pour moderniser les applications.
Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, au même titre qu'il y a maintenant une vingtaine d'années, la virtualisation a apporté une vraie nouveauté sur le marché de l'infrastructure. Ça va bientôt maintenant faire 7 ans que la technologie Docker au départ et donc la technologie container de manière plus large propose une nouvelle couche d'abstraction. Donc on avait fait une abstraction de la machine en elle-même avec la virtualisation dans les années 2000 et là on fait une abstraction du système d'exploitation. Donc c'est-à-dire qu'on va être capable de donner l'impression à une application, à plusieurs applications qui vont tourner pour autant sur un même système d'exploitation partagé, d'être dans des environnements différents, avec des configurations et une isolation qui sera différente. Alors, cette isolation, elle n'est pas aussi forte que ce qu'on va retrouver quand on fait des machines virtuelles différentes. Donc, ça reste deux technologies qui sont complémentaires. Ça, c'est quelque chose qui est important. J'entends trop souvent des gens dire je pars vers la containerisation, j'ai plus besoin de virtualisation. Pour autant, quand on fait de la containerisation, il faut toujours continuer à gérer des systèmes d'exploitation. Il faut toujours gérer des mises à jour de ces OS. Il y a toujours tout un tas de choses à gérer et on n'a rien trouvé de mieux que la virtualisation aujourd'hui pour gérer simplement des socles pour faire tourner des OS. Donc, vraiment deux technologies qui sont complémentaires et l'explosion de cette containerisation fait que l'on se retrouve maintenant avec de plus en plus de serveurs qui font tourner des couches qui permettent aux containers de fonctionner. Donc on appelle ça le moteur de container, le container engine ou le Docker engine en fonction du vocabulaire que l'on utilise. Et en fait, on en revient à une problématique qu'on avait déjà touché du doigt dans les années 2000 avec la virtualisation. Quand on a commencé la virtualisation, on commençait à multiplier le nombre d'environnements hôtes pour faire tourner des machines virtuelles. Et on a dû trouver des solutions pour orchestrer tous ces environnements d'hôtes en même temps. Donc on a eu des solutions comme la partie vCenter au départ, la partie Prism plus récemment avec Nutanix, qui permettent de manager un pool de ressources virtuelles, à la fois la partie bas niveau, les serveurs de virtualisation, et ensuite les ressources inhérentes à ces serveurs de virtualisation. La problématique est un petit peu la même avec la technologie des containers. On commence à multiplier le nombre de serveurs qui font tourner des containers engine et donc qui font tourner un grand nombre de containers. Et pour avoir une vision d'ensemble, il existe des outils qu'on va intégrer au-dessus de cette couche de virtualisation. Il y en a un qui est extrêmement connu. Vous avez tous certainement déjà entendu parler de l'orchestrateur Kubernetes. Donc l'idée de Kubernetes, c'est une solution qui est extrêmement riche en termes de fonctionnalités et elle va travailler à plusieurs niveaux. Elle va avoir pour volonté déjà d'assigner automatiquement les containers aux différents serveurs sur lesquels ils peuvent tourner en fonction typiquement des ressources qui vont être disponibles. Elle va s'occuper de démarrer correctement les containers. Elle va gérer tout ce qui va être upgrade, redémarrage, tous les changements qui peuvent arriver dans des écosystèmes comme ça qui sont beaucoup plus dynamiques que nos environnements classiques de machines virtuelles vont être gérés par cet orchestrateur. Il aura aussi la charge de gérer toutes les problématiques si un container venait à planter, de le redémarrer correctement, de rééquilibrer si nécessaire les environnements et de gérer tout ce qui a besoin autour de ces containers pour leur permettre de vivre et pour leur permettre d'être utilisés. Je pense à tout ce qui va être service de discovery qui permettront aux containers de se trouver entre eux, en particulier quand on commence à travailler sur des applications microservices où on va augmenter le nombre de containers. Tout ce qui va être le réseau qui permettra à des containers qui seraient sur des hôtes, donc sur des OS différents, de parler entre eux comme s'ils étaient sur le même OS. Toutes les problématiques d'entrée et de sortie aussi au niveau réseau, le load balancing entre les différents containers. Donc ça, c'est tout un tas de fonctionnalités qui sont inhérentes à la technologie Kubernetes. Alors, c'est vraiment un aperçu très très court. Kubernetes, c'est un produit qui est extrêmement riche, qu'on pourrait même qualifier de complexe. D'un point de vue architecture, on a 3 composants principaux que sont la partie etcd, qui est une base de données qui va stocker tous les états de ce qui doit être déployé dans l'environnement Kubernetes. On va retrouver les nœuds de type master qui vont gérer toute l'intelligence et s'assurer que ce qu'on a mis dans la base etcd, dans la gestion des états, sera correctement déployé sur les nodes. Et donc les nodes, c'est le 3e composant de l'architecture, ce qu'on appelle aussi les workers. J'ai un problème avec le slide qui saute tout seul, je m'en excuse, qui vont faire tourner les différents containers. Autour de la partie Kubernetes, on va retrouver aussi un écosystème extrêmement large de solutions.
aujourd'hui énormément de solutions qui viennent à la fois du monde open source, mais aussi des solutions commerciales qui rentrent dans ce monde qu'on qualifie souvent de cloud native. C'est un terme qu'on retrouve énormément dans la littérature en général. C'est sous-entendu toutes les technologies qui vont permettre de mettre en place des applications dites cloud native. Alors, une application cloud native, c'est quoi? C'est une application qui va bénéficier des technologies modernes pour être agile, pour être dynamique, pour être capable d'évoluer très très rapidement, donc de répondre vraiment aux enjeux du business aujourd'hui. Ça répond à tout un tas de problématiques et donc c'est ces outils qui vont permettre de construire ce genre d'application et les architectures pour faire tourner ces genres d'applications. Alors, il y a une fondation qui s'appelle la Cloud Native Computing Foundation qui existe et qui supervise un petit peu la vie d'un certain nombre de ces projets. Aujourd'hui, elle a une vision sur à peu près 500 projets, donc c'est quelque chose qui est quand même assez monstrueux. Le premier projet que la CNCF supervise, c'est le projet Kubernetes. Mais autour de Kubernetes, on va retrouver tout un tas d'autres projets sur des thématiques très très différentes. Le réseau, la database, le stockage, le monitoring, tout ce qui va être chaîne CI/CD, la sécurité. Donc il y a énormément de projets qui vont être suivis de près ou de loin par cette fondation. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le site de la fondation. Il y a en particulier un tableau de bord qui s'appelle le Landscape de la CNCF qui est assez intéressant parce qu'il regroupe sur une unique page tous les projets qui sont surveillés, supervisés, monitorés par la CNCF. C'est un tableau de bord qui est assez impressionnant et qui montre aujourd'hui la richesse de ce domaine-là. Alors, Nutanix dans tout ça. Alors, Nutanix, ça fait déjà pas mal d'années qu'on travaille sur ces sujets-là. Initialement, pour les gens qui nous connaissent comme sommes depuis maintenant extrêmement longtemps, vous savez qu'on a fait fortement évoluer notre proposition de valeur. On est parti d'une volonté de simplifier au maximum les infrastructures de virtualisation et donc on avait créé le mouvement qu'on appelle aujourd'hui le mouvement de l'hyperconvergence, mais qui était vraiment notre première étape, quelque chose qu'on a lancé il y a maintenant plus de 10 ans. Et au fur et à mesure des années, on a essayé d'apporter un maximum de services par-dessus cette architecture pour permettre aux clients d'avoir l'expérience que Cédric présentait tout à l'heure, une expérience native de services additionnels, comme on pourrait les consommer dans un cloud public, mais dans un cloud qui sera le vôtre, qui peut être sur votre data center, sur un data center d'un fournisseur de services, qui pourra être partagé sur plusieurs environnements, mais qui sera entièrement sous votre contrôle. Et il y a environ 5 ans, le container est devenu une évidence sur la plateforme Nutanix. Et donc, on a commencé à voir comment on pouvait intégrer au mieux cette technologie. Et les premières choses sur lesquelles on s'est concentré, c'est de proposer une adéquation forte entre notre couche de stockage distribué et la technologie de container. Parce que nativement, la technologie de container, elle est dite sans état, stateless. Ça entend quoi? Ça entend que lorsqu'on lance un container, si pour une raison X ou Y, les applications qui tournent dans le container viennent écrire des données sur leur file system virtuel, lorsqu'on va redémarrer le container parce que le container a craché, parce qu'on veut upgrader le container, parce qu'on souhaite le déplacer, ce qui va se passer, c'est que toutes les données qui avaient été écrites vont être perdues. Donc c'est pour ça qu'on s'est appuyé sur un certain nombre de frameworks existants pour développer des drivers de stockage, pour apporter de la persistance de stockage au monde des containers. Et donc aujourd'hui, on a deux types de drivers différents. On en a un qui s'appelle le driver DVP, qui est un petit peu plus ancien, qui est dédié uniquement aux environnements Docker, Docker Enterprise, orchestrateur de type Swarm. C'est des choses qu'on retrouve de moins en moins. Les clients qui connaissent ça se reconnaîtront, mais c'est vrai que c'est plus aujourd'hui ce qui a le vent en poupe et ce que les clients nous demandent. Le deuxième type de provider que l'on va proposer, c'est un provider de type provider CSI. Donc CSI, c'est l'acronyme de Container Storage Interface. C'est une interface pour gérer le stockage des containers qui est fourni par Kubernetes. Et donc ça permet à des éditeurs comme nous de développer des drivers de stockage spécifiques pour notre plateforme en ayant un framework de compatibilité qui soit parfait avec la technologie Kubernetes. Donc aujourd'hui, on est capable comme ça d'adresser de la persistance de stockage directement dans des environnements Kubernetes. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure de voir un petit peu comment tout cela fonctionne. Deuxième chose qu'on est venu apporter, il y a maintenant un peu plus de 3 ans, on a lancé un produit qui s'appelle Calm, qui est un système d'orchestration et d'automatisation avancée des infrastructures et des applications. Et ça a été pour nous à cette époque-là de commencer à proposer des recettes toutes prêtes dans Calm pour permettre aux clients les plus avancés de venir déployer leurs propres environnements Kubernetes de manière automatisée
sur une plateforme Nutanix à l'aide de Calm. Et ça permettait, vu que c'est une approche un petit peu automatisée mais à façon, ça permettait aussi aux clients de venir adapter ces recettes de déploiement automatisé pour les personnaliser au maximum. Le désavantage de cette solution, c'était une solution qui n'était pas pleinement supportée, en particulier du point de vue Kubernetes. Donc c'est pour ça qu'il y a maintenant, un petit peu moins d'un an et demi maintenant, on a souhaité lancer une solution entreprise pour proposer à nos clients la capacité de faire tourner nativement des clusters Kubernetes de manière transparente sur les clusters Nutanix. Et donc cette solution, elle a un nom, elle s'appelle Carbon, Nutanix Carbon. Et donc Carbon, c'est le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors Carbon, qu'est-ce que c'est? C'est extrêmement simple. Si vous avez déjà commencé à regarder un petit peu l'écosystème Kubernetes, vous allez voir qu'il y a de nombreuses solutions qui permettent de déployer Kubernetes et il y a un certain nombre de solutions qui ont du succès, qui sont des solutions de type cloud public. Les grands acteurs du cloud type Amazon, GCP, Azure, OVH, Alibaba, un grand nombre de ces acteurs proposent aujourd'hui la capacité de déployer automatiquement des clusters Kubernetes que l'on va qualifier de managés. C'est-à-dire que vous, client, vous n'allez pas avoir besoin de vous préoccuper de comment ça fonctionne, de comment ça s'installe, comment ça se met à jour. Le problème de cette approche, c'est qu'elle est toujours associée à une approche de type cloud public qui vous enferme sur un unique provider et qui va bien sûr avoir des coûts associés qui peuvent être très vite non négligeables, en particulier lorsqu'on souhaite scaler extrêmement rapidement ou au contraire travailler sur des environnements de test dev qui ne sont pas obligatoirement valorisés. Donc l'idée de Carbon, c'est de proposer vraiment la solution la plus simple pour être capable de déployer des environnements Kubernetes directement sur un environnement Nutanix. Donc en quelques dizaines de minutes, on va être capable de déployer des clusters Kubernetes qui seront production ready, donc prêts pour la production. J'expliquerai ce que j'entends après par là. L'approche sera aussi simple, voire même plus simple que sur n'importe quel cloud public parce qu'on a vraiment simplifié au maximum l'expérience de consommation de ces services pour se rapprocher d'une expérience que nos clients Nutanix connaissent déjà, l'approche one-click, l'approche interface unifiée que l'on va retrouver dans Carbon, et aussi sur tout le cycle de vie de cet environnement-là. Comment plus tard je vais être capable de mettre à jour mon cluster, comment je vais être capable de l'upgrader, de le faire grossir. Tout ça, ça sera des choses qui seront intégrées par défaut dans le moteur Carbon pour vous aider à gérer le cycle de vie de vos clusters Kubernetes. Ensuite, je qualifiais ces clusters de prêts pour la production. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que ces clusters, ils n'arrivent pas nus. Ils arrivent avec tout un tas de choix technologiques associés à l'écosystème cloud native que je vous présentais tout à l'heure, en particulier sur un certain nombre de points. Tout ce qui va toucher à la supervision, le monitoring des métriques, la gestion des logs, tout ce qui est être remontée d'alerte, l'intégration de l'authentification et de la sécurité, on va avoir fait un certain nombre de choix par défaut qui seront déployés en même temps que le cluster Carbon et qui seront elles aussi supportées dans le cycle de vie complet du cluster. Donc on retrouvera des produits du marché connus pour les gens qui naviguent déjà un petit peu dans cet écosystème. On aura des stacks de type Elasticsearch, Fluentd, Kibana, des stacks de type Prometheus, Alert Manager, qui sont des produits extrêmement connus et extrêmement performants, qui seront automatiquement déployés en même temps que votre cluster Kubernetes par la solution Carbon et qui seront parfaitement supportés. On fait la même chose pour tout ce qui est réseau, tout ce qui est stockage. On va être capable comme ça d'avoir des configurations par défaut qui vous permettront d'avoir du stockage persistant, donc en s'appuyant sur les drivers de stockage Nutanix dont je vous ai parlé au préalable, mais aussi toute la partie réseau en ayant fait des choix par défaut de providers, ce qu'on appelle des providers CNI, donc un petit peu comme CSI tout à l'heure qui touchait au stockage. CNI, comme son nom l'indique, ça touche au réseau, network. Donc c'est aussi une interface fournie par Kubernetes qui permet à des éditeurs tierces de venir intégrer des solutions pour la gestion du réseau dans le cluster Kubernetes. Ce n'est pas quelque chose qui est géré par défaut par Kubernetes, il faut rajouter un CNI. Donc là, de la même manière, on va travailler avec des CNI qui sont extrêmement connus comme Flannel ou Calico, qui seront les deux choix que l'on aura sur l'environnement Carbon Kubernetes. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, les clusters Kubernetes que l'on va déployer sont des clusters que je qualifierais de complètement standards. On a mis un point d'honneur à venir qualifier la solution Carbon auprès de la CNCF. Et donc, on a un tampon qui s'appelle Kubernetes certifié, qui est donné par la CNCF et qui permet de garantir que tous les clusters que l'on déploie avec Carbon sont des clusters que je qualifierais de Kubernetes original. Et le gros intérêt d'avoir ce tampon-là, c'est que ça donne l'assurance à nos clients que
s'ils déploient une application sur un cluster Kubernetes X, Y ou Z, ils pourront l'envoyer ou le retirer d'un environnement Carbone sans aucun problème. Ça va permettre une portabilité garantie entre des environnements Kubernetes différents qui pourraient être hébergés sur un environnement Nutanix ou sur des environnements à l'extérieur de Nutanix. Donc à chaque fois que Kubernetes va upgrader ces versions d'API, nous, dans un laps de temps relativement court, on va être capable de proposer des mises à jour dans la partie carbone pour permettre à nos clients d'upgrader vers les nouvelles versions de Kubernetes et de continuer comme ça à avoir toujours l'état de l'art de ce qui est proposé par la CNCF avec le projet Kubernetes. Alors, les grands avantages, je vous l'ai dit déjà, facilité de déploiement. En moins de 20 minutes, on va être capable de déployer un nouveau cluster Kubernetes sur un environnement Nutanix. L'activation de carbone, et je parle bien d'activation, pas l'installation, donc l'activation de carbone sur un environnement Nutanix, c'est à peu près 30 secondes, c'est juste une case à cocher. C'est comme toutes nos fonctionnalités, ce n'est pas des appliances à déployer en plus, des choses qui vont prendre de la place sur l'infrastructure, c'est uniquement des fonctionnalités qu'on active. Tout ça se gère de manière extrêmement simple. Ensuite, le déploiement d'un nouveau cluster, je vous ferai une petite démo juste après, c'est aussi quelque chose qui va être très rapide. Les workflows vont être simplifiés au maximum. On verra qu'on a toute une étape de wizard, mais ça sera quelque chose qui sera extrêmement transparent. Et de la même manière, le cycle de vie, que ce soit la croissance de ce cluster, l'upgrade non disruptif des clusters ou l'intégration avec l'écosystème de partenaires se fera toujours de manière extrêmement simple. L'idée, c'est vraiment de fournir à nos clients une expérience Kubernetes native, comme ils pourraient retrouver sur n'importe quelle autre solution Kubernetes certifié. Alors la première étape, c'est l'étape d'installation. L'étape d'installation, d'habitude, si on prend la documentation Kubernetes, c'est quelque chose qui est assez douloureux. Ils ont même eu l'affront, je dirais, d'appeler leur documentation Kubernetes The Hard Way, donc la route difficile, le chemin difficile. Donc c'est vrai que ça donne tout de suite le ton. Alors c'est une documentation qui est extrêmement intéressante parce que ça donne une vision très claire et une explication de tous les composants qui font partie d'un cluster Kubernetes. Mais pour autant, lorsqu'on fait ça régulièrement parce qu'on est amené à créer ou à supprimer des clusters, c'est vrai qu'à chaque fois de devoir refaire des actions comme ça manuelles avec le risque que ça engendre, on a tout intérêt à s'appuyer sur des solutions qui vont être managées, comme peut l'être Carbone. Donc on aura tout un tas d'étapes de wizard où on va définir le nom du nouveau cluster, la version de Kubernetes qu'on souhaite utiliser, les informations sur les ressources, tout ce qui va toucher au réseau, tout ce qui va toucher à la partie stockage. Donc tout ça sera répondu. Donc on déploiera suite à ce wizard-là un cluster Kubernetes avec une intégration par défaut, comme je vous dis, d'un certain nombre de composants, tout ce qui va être la partie intégration de stockage qui s'appuiera sur un certain nombre de fonctionnalités natives Nutanix. Le stockage bloc, le stockage fichier et le stockage objet seront potentiellement les trois types de stockage que les applications cloud natives et que les clusters Kubernetes peuvent consommer de manière complètement transparente. Ensuite, on aura aussi toute la stack de monitoring qui permettra de remonter les informations au niveau de l'environnement. Et ça permettra d'avoir une vue d'ensemble sur la partie Prism de l'administration des clusters Carbone. Alors, on va passer tout de suite sur une démo. Je vais arriver, alors je ne sais pas si vous êtes tous déjà familiers avec notre console d'administration centralisée Prism. Donc pour les clients qui ont déjà pu travailler avec la technologie Nutanix, c'est quelque chose qui leur est familier. C'est l'unique console que l'on utilise quand on travaille sur un environnement Nutanix. C'est là-dedans qu'on va retrouver toutes les couches de notre Enterprise Cloud. Ça peut être les couches les plus bas niveau parce que je peux vous montrer que je suis capable de naviguer dans un menu et d'aller voir des choses au niveau matériel comme les clusters, les serveurs, les disques, les GPU, donc des choses très très bas niveau. On peut remonter dans les couches et avoir les différents éléments virtuels que sont les VM, les containers de stockage, les images de templates, tout ce qui va être les réseaux, toute la partie policy aussi, que ce soit la sécurité ou la protection avec la réplication. Donc tout est vraiment intégré dans une unique console. Et ensuite, lorsqu'on veut aller commencer à consommer des services additionnels, on aura un menu pour ça où on va retrouver tous les services qui sont proposés par la plateforme. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est de parler de Carbone. Donc, Carbone, on est à un clic de l'interface. Donc, on voit juste qu'on choisit la fonctionnalité Carbone. On est toujours sur le même environnement. On est toujours connecté avec le même utilisateur. Et on arrive sur l'interface Carbone. Alors, qu'est-ce qu'on voit là tout de suite qui saute aux yeux? On voit que j'ai déjà un certain nombre de clusters Kubernetes qui sont déployés. J'en ai 7 qui sont sur cet environnement. Donc, certainement, d'autres collègues ont dû faire des tests. Et puis, j'en ai certains qui sont toujours déployés par défaut pour les démonstrations.
je peux avoir des informations, donc typiquement la version de ce qu'on appelle le Carbon OS, parce qu'en fait, Carbon gère l'ensemble des composants qui sont nécessaires à déployer un cluster Kubernetes. Donc Carbon va se préoccuper de déployer la machine virtuelle, va se préoccuper de déployer l'OS à l'intérieur, et l'OS, il est fourni directement par Carbon, c'est ce qu'on appelle Carbon OS, donc c'est un Linux qui est packagé, qui est simplifié juste pour le cas d'usage Paragon et qui va bénéficier de toutes nos règles de sécurité qui peuvent être inhérentes aux appliances sur l'ensemble de la gamme Nutanix. On va retrouver des informations sur la taille du cluster, sur la santé. Là, je vois que potentiellement, j'ai un cluster sur lequel il y a un état critique. Je pourrais peut-être plus tard aller voir ce qui se passe et potentiellement le corriger. Je vois que j'ai des mises à jour de mon Carbon OS. Quand j'ai des petits points jaunes comme ça, c'est des images OS qui sont disponibles dans des versions plus récentes qui vont apporter des mises à jour de sécurité, des upgrades du noyau Linux, des upgrades du Container Engine, et que je pourrais appliquer de manière transparente en choisissant mon cluster et en demandant directement dans le menu Action de faire un upgrade de la partie OS image, node image. Dernière information que l'on va retrouver, c'est la partie version Kubernetes qui tourne sur cet environnement. On voit qu'on est capable de gérer à un instant T des clusters qui sont dans des versions différentes et on pourra à tout moment aussi venir upgrader des clusters existants vers des versions plus récentes. Je vois que potentiellement tous mes clusters qui sont en 1.15 quelque chose, je pourrais au moins les amener sur la version 1.16 qui est aujourd'hui la version la plus récente gérée sur l'environnement Carbone. Alors maintenant, imaginons que j'ai besoin de faire un nouveau cluster. Par exemple, Cédric m'appelle, Siom veut faire une démo, ils ont besoin d'un cluster. Ben, ça va être extrêmement simple. Je vais faire créer un nouveau cluster. Alors j'ai deux types de modèles de clusters. J'ai des clusters développement, des clusters production. La seule différence entre ces deux clusters-là, ça va être le fait qu'on va augmenter le nombre de workers, de masters et de TCD dans les clusters production pour être capable de proposer de la haute disponibilité au niveau du cluster Kubernetes. Si on est là juste pour faire des tests, on peut très bien rester sur un cluster de développement. Ça ne changera pas grand-chose. Donc là, je vais rester sur ce cluster-là. Je vais donner un nom à mon cluster. Je vais l'appeler Siom. Et puis, je vais potentiellement choisir une version de Kubernetes parmi les versions de Kubernetes qui sont certifiées et supportées actuellement sur la version de Carbone que je fais tourner sur mon environnement. Donc, je vais prendre la dernière. C'est quelque chose qu'on fait de manière… De Oui, rajouter, Cédric. est-ce que tu pourrais faire un petit laïus sur la partie support notamment et ce que propose Nutanix en termes de support sur cette couche-là? Je vais revenir là-dessus. Après, je refais une petite synthèse de tous les avantages de la partie carbone et je reparlerai de ce point en particulier. Il n'y a pas de souci. Donc, on va avancer donc, sur cette partie-là. On a choisi une version. On peut choisir le réseau sur lequel on va vouloir déployer notre cluster Kubernetes, donner un certain nombre de nœuds pour le cluster de Cédric, avancer dans les différentes pages du wizard. La partie réseau, on va la laisser par défaut. La partie stockage, on va juste redonner les credentials d'authentification pour la plateforme pour gérer la partie stockage. On pourra aller chercher des classes de service stockage côté Nutanix, les mapper avec la classe de stockage par défaut côté Kubernetes qui va être créée et régler un certain nombre de configurations qui vont être spécifiques à la partie Kubernetes. Dans tous les cas, vous voyez que ce wizard, il est en 5 étapes, il est relativement simple. Et une fois que je vais créer sur Create, il va juste avoir un petit récap qui va être fait, s'analyser qu'il n'y a pas de problème dans les réponses que j'ai données. Et si tout est bon pour la partie carbone, il va tout de suite lancer le déploiement de ce nouveau cluster. Donc là, je vois que le cluster est déployé. Mon travail, il est terminé. Je pourrais aller prendre un café ou faire une petite sieste avec la chaleur qu'il fait. Dans tous les cas, je sais que dans 15 minutes, quand je vais revenir à peu près, mon cluster il sera déployé et opérationnel. Alors, le temps peut varier un petit peu pour une raison en particulier, c'est qu'on va chercher directement les composants Kubernetes chez les fournisseurs qui les délivrent, donc en particulier des gens comme Google ou les différents composants réseau de l'écosystème qu'on fait tourner autour, ils vont être allés chercher directement en live sur Internet. Donc, en fonction de la bande passante que vous avez, ça peut un peu des fois ralentir le téléchargement. Et donc, c'est pour ça qu'on peut passer de 10-15 minutes à parfois 20, 25, 30 si vraiment on a des réseaux qui sont lents. On a en plus la capacité, si c'est nécessaire, alors ou pour les gens qui sont très pressés et qui n'ont pas le réseau à la hauteur, ou tout simplement pour des gens qui ont des environnements qui sont complètement déconnectés d'Internet ou alors qui ont des règles de sécurité qui sont drastiques, de déployer ce qu'on appelle un environnement de type air-gap, donc un environnement qui va être complètement déconnecté d'Internet. On aura juste un package à aller chercher, à le travailler sur une clé USB, à le mettre sur l'environnement, sur un serveur de fichiers, de faire pointer la solution carbone vers le serveur de fichiers et automatiquement l'installation restera en local et ne sortira plus sur Internet.
Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est vrai qu'on a fait une grosse partie du travail, hein. Je vais vous montrer après que la consommation de ce cluster carbone se fera comme la consommation de n'importe quel cluster Kubernetes. Alors, je vais vous en montrer. On va travailler avec un cluster qui est déjà déployé pour gagner un petit peu de temps. Le cluster Carbone Prod qui est ici, je vais cliquer dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un certain nombre d'informations sur ce cluster-là. Je peux voir potentiellement l'état de santé actuel, le numéro de version, l'adresse IP pour me connecter sur le cluster, de savoir s'il y a des upgrades qui sont disponibles, de voir potentiellement les dernières alertes qui avaient été déclenchées sur ce cluster-là. Par exemple, des tâches qui n'arrivaient pas à se compléter, des problèmes de CPU que je pourrais aller creuser si vraiment je souhaitais un petit peu comprendre ce qui s'est passé, la taille de mon cluster. Et je serais capable d'avoir des détails sur les tâches. Alors là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'action particulière au niveau de l'administration sur ce cluster-là. Je ne l'ai pas fait grossir, je n'ai pas rajouté de nœuds, j'en ai pas supprimé, donc je n'ai pas de tâches en cours ou de tâches récentes pour l'instant. Je peux voir aussi les classes de stockage côté Kubernetes qui sont créées. Donc j'ai ma classe de stockage par défaut qui est créée en même temps que le déploiement, mais je peux aussi après coup rajouter des classes de stockage différentes alors qui pourraient s'appuyer sur des produits Nutanix différents. Là, je vous disais par défaut des classes de stockage qui sont basées sur des technos blocs. On peut faire des classes de stockage aussi basées sur des technos fichiers. Le gros avantage de faire des classes de stockage basées sur les technos fichiers, c'est que ça permet à plusieurs containers de travailler en même temps sur un même espace de stockage et donc de partager des données sans avoir besoin d'envoyer les données directement par réseau. Ce sera uniquement de l'accès disque. On peut voir aussi les volumes qui sont créés. Donc, je vois les volumes par défaut de mes stacks Elasticsearch et Prometheus. Je vais retrouver aussi potentiellement, pourquoi pas, des volumes qui auraient été créés par des utilisateurs. Je vois le volume MyClaim, par exemple, qui a dû être créé par quelqu'un qui faisait des tests sur ce cluster-là. Ensuite, on retrouvera aussi un accès direct sur les add-ons. En particulier, on partage l'interface Kibana directement sur le cluster. Et donc, en cliquant sur l'icône, je serai capable d'aller voir tous les logs système qui sont exportés dans l'Elasticsearch et qui sont visibles à travers mon Kibana. Donc, ça fait partie vraiment des outils par défaut qui sont déployés par le moteur Carbone et surtout qui vivront en même temps que votre cluster quand vous faites un upgrade de l'environnement Kubernetes. On va aussi prendre soin de mettre à jour ces composants additionnels. Ces composants additionnels, ils ont deux intérêts. Ils ont déjà l'intérêt pour vous de vous donner par défaut une vue sur la partie système. Alors je dis bien système parce que ces composants, ils n'ont pas volonté de par leur sizing par défaut de venir supporter tous vos logs applicatifs, tous vos flux de métriques applicatives. C'est vraiment pour la partie système. Et ils permettront aussi à nos équipes support, et donc Cédric avait commencé à donner un indice là-dessus. Carbone est une solution qui va être pleinement supportée par le support Nutanix. Et donc, c'est vrai qu'on va retrouver la capacité d'ouvrir des tickets auprès de notre support qui est mondialement connu de par sa qualité de réponse. On a des équipes aujourd'hui qui sont spécialisées pour traiter les tickets Kubernetes et qui vont être capables de répondre à des problématiques carbone ou déploiement ou applicatif. Donc, il va vraiment y avoir de l'aide qui va être apportée sur cette partie-là. Et ils s'appuieront aussi sur ces outils quand ils ont besoin de creuser sur une problématique particulière. Ils n'iront pas en aveugle directement sur votre cluster. Dernière information, c'est tout ce qui touche aux différents nodes qui vont tourner dans le cluster, les masters, les workers et la base de TCD, qui sont les trois types de nœuds qu'on retrouvait dans un cluster Kubernetes. Et en particulier au niveau worker, la capacité de venir grossir, agrandir un cluster. Là, je vois que pour l'instant, j'ai 5 nœuds dans ce cluster-là. Je pourrais très simplement faire un add worker et ajouter 1, 2, 3 nœuds supplémentaires, ou alors supprimer des nœuds existants parce que j'estime que mon cluster est trop gros par rapport à sa capacité de ressources. Une fois qu'on a fait ça, on a fait le tour d'horizon de ce que Carbone proposait dans son interface. Nous, aujourd'hui, au niveau de Carbone, le but, c'était de proposer uniquement un focus infrastructure sur la partie Carbone. On n'est pas là pour apporter des réponses sur comment je vais gérer d'un point de vue applicatif mon cluster Carbone et mon cluster Kubernetes dans ces cas-là au quotidien. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a déjà énormément de solutions sur le marché pour adresser ces problématiques-là. Ce qu'on va vous proposer, nous, c'est une consommation native. Donc, si on veut travailler avec le cluster Carbone Prod, je vais encore une fois le sélectionner. Je vais aller dans le menu Action et je vais demander à télécharger ce qu'on appelle le kube config file. Le kube config file, c'est un peu le trousseau d'accès à ce cluster-là. Donc, je vais le télécharger sur mon poste de travail. On imagine que je suis développeur. Là, je suis plutôt administrateur. Je suis connecté en tant qu'admin, donc je vais avoir tous les droits sur le cluster.
je pourrais être connecté en tant qu'utilisateur lambda, récupérer une clé avec des droits réduits. Là, ça serait l'administrateur qui irait autoriser certaines actions ou pas dans les différents clusters qui sont autorisés pour l'utilisateur. Et ensuite, ce fichier kubeconfig, je vais l'utiliser. Alors, il y a plusieurs manières. On peut être développeur que je qualifierais un petit peu bas niveau, qui va travailler avec la ligne de commande. J'ai ouvert mon terminal, je vais prendre mon fichier de config que je viens de télécharger et je vais les stocker dans un fichier qui s'appelle .kubeconfig, qui va être le répertoire par défaut dans lequel on met le fichier kubeconfig. Ça va me permettre quoi? Ça va me permettre de lancer des commandes qu'on appelle des commandes kubectl pour avoir, pourquoi pas, des informations sur mon cluster. Donc, je vais demander un cluster info. Ça va déjà me permettre de voir, j'ai mis ça en trop, voilà, ça va me permettre de voir que le cluster il répond bien, que l'IP de réponse c'est 10.83.750, ça va me permettre de tester avec la visu que j'avais tout à l'heure, que je suis bien sur le cluster Carbon Prod. Si j'en étais pas sûr, je peux demander aussi à voir les différents nœuds du cluster, et dans ces cas-là, je vais voir que j'ai un certain nombre de nœuds qui sont opérationnels sur ce cluster-là et qui vont être répartis sur l'ensemble des différents rôles qui étaient associés au cluster que j'ai déployé. Donc là, on voit bien le distinguo master et node, en sachant que les ETCD, quand on fait comme ça un kubectl get node, ils sont pas visibles à ce niveau-là. Alors ensuite, là, on est sur de la ligne de commande. On va être capable aussi d'intégrer tous les outils du marché. Il y a un outil qui est extrêmement connu, que je mets souvent en avant, qui s'appelle Lens. C'est un outil que je vais lancer tout de suite. Je vais le relancer, voilà. C'est un outil qui permet d'apporter des outils graphiques pour avoir une vision un petit peu d'ensemble sur un cluster de type Kubernetes. Et donc, cet outil qui est en train de se lancer, il va consommer le fichier kubeconfig. Donc, vous allez voir, je vais vous l'ouvrir dans quelques secondes. Quand il va apparaître, il est sur la mauvaise fenêtre, ça va être plus simple ici. Non, c'est pas celui-là. Il est là. Voilà. Donc, Lens, par défaut, ça ressemble à ça. J'ai aucun cluster qui est configuré. Et quand je vais cliquer ici, il va regarder ce que j'ai dans mon fichier config local. Il va dire, tiens, j'ai un cluster Carbon Prod qui est disponible. Est-ce que tu veux te connecter dessus? Donc, je vais juste lui dire oui. Et je vais faire un add cluster. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais retrouver un environnement graphique qui, pour les gens qui ne sont pas familiers avec la ligne de commande, peut être plus simple à appréhender pour comprendre un petit peu à quoi ressemble un cluster Kubernetes et ce qui tourne dedans. Donc, je vais aller voir les différents workloads sur mon cluster. Je vais demander un overview. Et là, je vois que j'ai un certain nombre de containers. J'ai 62 containers exactement, qui tournent sur cet environnement. Donc, 59 qui sont lancés et 3 qui sont terminés de manière successful, donc ça devait être des jobs, et qui sont répartis sur l'ensemble des projets ou des namespaces qui tournent sur l'environnement. Alors, on va se focaliser sur ce qu'on appelle le namespace par défaut, qui pour l'instant est vide. J'ai aucun élément qui tourne sur ce cluster-là. Ce que je vais faire, alors je peux reprendre des lignes de commande basiques qui permettraient de déployer. Je vais essayer de déployer un site web. Très simple. On va faire ça en quelques commandes. Un petit raccourci que je vais vous montrer. Donc, on va demander de créer ce qu'on appelle un déploiement que je vais appeler mon Nginx et qui va utiliser une image à moi que j'ai mis sur le Docker Hub, sur la registrie officielle Docker, qui est un site web basé sur Nginx. Et ensuite, je vais exposer ce container sur le port 80 avec un objet Kubernetes qu'on appelle un load balancer. Donc, quand je vais lancer ça, il va dialoguer directement avec le cluster Kubernetes. Et vous voyez, c'est complètement interactif. En dessous, il est en train de se passer des choses. Je vois que j'ai un déploiement qui vient d'apparaître sur le cluster Kubernetes. Donc, c'est bien celui que j'ai demandé ici. Si je demande à prendre le détail des déploiements, je vais voir que le déploiement, il s'appelle bien my_nginx. C'est celui qui est ici. Et ce déploiement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un premier container que l'on retrouve ici et qui va être exposé avec un service réseau que je peux retrouver ici, voilà, qui est my_nginx, qui est ici, et qui va donc exposer mon port 80. Et comme j'ai demandé un choix de type load balancer, il m'a créé automatiquement une adresse IP supplémentaire sur mon réseau pour exposer ce service-là. Donc, si je prends mon adresse IP, je peux directement la copier, ouvrir une nouvelle page et aller sur un site web qui va tout de suite répondre. Donc là, c'est vrai que c'était une application
extrêmement simple, c'était un mono-container, mais la logique sera toujours la même. Je peux vous montrer très rapidement le déploiement d'une autre application de démo un petit peu plus compliquée que j'utilise pour montrer un environnement multi-container. Une petite application qui s'appelle Yelp, qui avait été développée par un ancien collègue. Je vais juste le déployer tout de suite. Un petit script shell qui va reprendre des commandes kubectl, mais comme il y en a un petit peu plus, je les ai toutes mises dans un script shell. Et là, on va se retrouver. Alors, la première chose qu'il a fait, il a créé un nouveau namespace. Donc, on n'est plus dans le namespace par défaut. Donc, ça veut dire que dans ma vue, je peux filtrer et je vais voir un nouveau namespace qui est apparu qui s'appelle Yelp, qui est le nom de l'application. Et si je regarde les workloads dans ce namespace-là, donc je vais décocher le défaut pour l'instant pour ne pas polluer la vue, et je vois que là, voilà, j'ai un certain nombre de pods qui sont déployés en vert ou en cours de déploiement en jaune, et de même pour la partie pod, donc déploiement à droite, pardon, pod à gauche, donc il y a des choses qui sont en cours et qui sont en train de se terminer. Donc gros intérêt, je vais retourner sur la vue service. Je vois que j'ai aussi un certain nombre de services qui ont été créés. Donc c'est une application un petit peu plus riche, hein. Il y a un serveur d'application, une base de données, un bus de communication, une interface graphique. Mais l'interface graphique, de la même manière, elle a été exposée sur une nouvelle IP. Je vais la prendre. Je vais aussi la mettre dans mon navigateur web et je vais voir potentiellement voilà, que j'ai une nouvelle application. Donc c'est un système de vote pour des restaurants américains. Il suffit juste de cliquer sur le restaurant de son choix et on va voir voilà, des choses qui se mettent à jour en temps réel. Donc, c'est une application de démo comme une autre. Elle a l'avantage d'être orientée microservice, donc de faire tourner plusieurs containers. Mais voilà, on l'a déployée de manière extrêmement naturelle. Cette application, elle n'a pas été adaptée en particulier pour Carbone. C'est une application Kubernetes que vous auriez pu récupérer sur Internet et que l'on déploie telle qu'elle sur l'environnement Kubernetes déployé Carbone en utilisant les ressources traditionnelles. Alors, pour terminer, je vais revenir sur le slide deck. C'est fini pour la partie démo. Alors, si on doit résumer, ce qui est important sur la partie carbone, il y a 3 grands points. Déjà, la simplicité. Aujourd'hui, Kubernetes, c'est une technologie qui est récente, moderne, qui n'est pas spécifiquement simple à prendre en main. On va déjà essayer d'aider les clients au maximum sur toute cette phase de mise en œuvre des environnements. Et ce qui va être aussi extrêmement important, c'est que Carbone est intégré nativement dans la stack Nutanix. Ce n'est pas un produit qu'on doit installer à part, mais c'est non plus pas un produit qu'on doit acheter à part. On a fait le choix, en partant du principe qu'au même titre que les VM qui étaient devenus un objet, je dirais, banal, dans l'avenir, les containers allaient être aussi quelque chose de générique. Et donc aujourd'hui, par défaut, n'importe quelle plateforme Nutanix, dans la licence de base, a la capacité de faire tourner gratuitement des VM avec l'hyperviseur AHV ou des containers grâce à Carbone qui lui s'appuie aussi sur l'hyperviseur AHV. Donc c'est vraiment le bundle de base. Tous les clients y ont accès, tous les clients aujourd'hui qui ont déjà du Nutanix en place, qui font tourner déjà de l'AHV ou qui souhaitent migrer vers AHV peuvent activer Carbone en quelques clics de souris supplémentaires et faire comme on l'a fait à l'instant, au bout d'une dizaine de minutes, avoir un cluster Kubernetes qui va être complètement opérationnel. Ensuite, deuxième point extrêmement important, c'est une solution dans le sens où c'est une stack complète qui est intégrée, qui est complète, qui est prête pour la production. On a vu qu'il y avait des outils supplémentaires qui étaient mis à disposition de nos utilisateurs et surtout qui est supporté. On a le support Nutanix qui est avec vous, derrière les questions que vous pourriez vous poser, les problèmes que vous pourriez vous rencontrer, avec la qualité qu'on connaît sur les autres domaines que l'on est capable de gérer et qui vous accompagnera aussi sur la partie carbone. Donc c'est vrai que ce ratio simplicité, intégration, support fait qu'on va avoir une valeur extrêmement forte qui va être apportée sur la partie carbone par rapport aux autres produits du marché qu'on va être capable de rencontrer. L'idée, c'est vraiment de proposer une stack complète qui va s'appuyer sur l'écosystème de base, hein, la partie AHV, tout ce qui va être Acropolis, Prism, les différents services de stockage que l'on pourra proposer, volume, fichiers, objets, et ensuite des outils comme Carbone qui viendra faciliter la partie mise en œuvre des environnements Kubernetes, qui pourra aussi, pourquoi pas, sur du management applicatif global, s'intégrer avec Calm, ou sur la partie supervision, s'intégrer avec Prism. Mais le gros intérêt, c'est que tous ces composants sont un petit peu interchangeables. On n'a pas obligatoirement besoin de tout. Vous pourriez piocher dans ce catalogue-là pour construire votre stack Kubernetes en fonction de vos besoins. Il y aura un certain nombre de produits annexes aussi qui peuvent être intéressants. On a parlé un petit peu du stockage S3 avec Nutanix Object, anciennement Bucket. Il y a la partie database as a service avec ERA
qui est aussi intéressante parce que c'est vrai que très souvent, le dernier type de workload applicatif qu'on amène sur les plateformes containers, ce sont les environnements de base de données. Pour tout un tas de raisons que j'aborderai pas aujourd'hui, mais en particulier sur la persistance du stockage, sur toute la gestion du cycle de vie des bases de données, qui est parfois pas aussi simple sur des environnements containerisés. Et donc, on a un produit comme ERA qui s'apparente à un produit comme Carbone, mais dans une optique database, qui sera un très bon complément à l'environnement Carbone. Et ensuite, comme je le disais en introduction, il y a aussi tout l'écosystème des produits cloud natifs qui est porté par la CNCF, que vous allez retrouver sur le marché, donc des fournisseurs open source, des fournisseurs commerciaux, qui vont apporter des solutions à peu près toutes les questions que vous pourriez vous poser, que ce soit sur la sécurité, sur le réseau, sur la gestion des secrets. Il y a un écosystème qui est tout bonnement faramineux en termes de capacité, avec des produits qui sont extrêmement riches et qui vous permettront vraiment de construire par-dessus Carbone une infrastructure sur mesure pour être capable de supporter votre stratégie cloud native. C'est tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vais rendre la parole à Cédric et en particulier, je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées, mais je vous invite à les poser sur la partie chat ou sur la partie questions-réponses de la partie Zoom. Et on a encore 10 minutes devant nous pour y répondre et pour le mot de la fin, bien sûr, avec Cédric. En attendant que les questions s'alimentent dans la section questions-réponses, gardez bien en tête aujourd'hui que la partie Carbone vous est déjà accessible. Elle vous est offerte pour tout client d'un cluster Nutanix. Vous pouvez la déployer directement au travers de Prism Central. Il n'y a pas de surcoût et en plus, il y a du support. Donc, il n'y a pas besoin de solutions additionnelles pour ce type de besoin. Le choix de Kubernetes a été fait parce qu'aujourd'hui, c'est la solution qui est la plus répandue, mais également la solution la plus complète. Encore une fois, Nutanix a réussi l'exercice de faire en sorte que le déploiement de cette solution, qui est quand même relativement lourde, il faut le reconnaître en termes de déploiement et de maîtrise, vous a simplifié la vie au maximum pour se focuser directement sur la partie exploitation. Donc l'idée, encore une fois, c'est de ne pas réinventer la roue. On prend les solutions qui fonctionnent. Nutanix les a packagées, vous facilite la vie en termes de mise à jour, de maintenance, de déploiement, pour faire en sorte que vous puissiez garder une réelle valeur ajoutée par rapport aux tâches quotidiennes qui sont de l'administration d'infrastructures, qui n'ont, elles, par contre, aucune valeur ajoutée, puisqu'il n'y a pas de production derrière en termes de business. Je vois qu'il n'y a toujours pas de questions. Je pense que Christophe, dans ce cas-là, a été très concret et très précis sur les us et coutumes de ce que l'on peut faire aujourd'hui avec Carbone. Sachez que ce webinaire donc, est enregistré, vous sera distribué par mail à la suite et donc sera disponible sur notre chaîne YouTube dédiée à tous les composants Nutanix. Et encore une fois, vous avez nos petits emails qui seront en début de présentation si toutefois vous souhaitez nous connecter et nous y répondrons avec plaisir. Toujours pas de questions. Écoute, je pense que Christophe, tu as été extrêmement très clair et concis. Écoutez, dans ce cas-là, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous pour votre présence. Et, merci à tous et puis merci à Cédric pour l'invitation. Écoute, je pense que tu l'as fait très largement beaucoup mieux que moi. Merci en tout cas à tous et écoutez, je vous dis à très bientôt.